propre de l'ère Trump de mettre en avant des négociateurs plus que des diplomates, des deal makers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens habitués au monde des affaires. Bonjour Régis. Bonjour Elie. Alors Régis, Steve Witkoff et Jared Kushner vont se rendre à Moscou. Ce genre de profil de diplomate, qu'est-ce que cela dit de l'avancée des négociations ? D'abord que ce ne sont pas des diplomates, c'est le premier constat, c'est le propre de l'ère Trump de mettre en avant des négociateurs plus que des diplomates, des deal makers, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens habitués au monde des affaires, à effectivement arpenter les pays, mais avec un prisme business très marqué pour les deux. Si on prend Steve Witkoff, à l'origine, il s'agit d'un promoteur immobilier qui a fait des affaires avec Donald Trump dans les années 90. Il a été son avocat. Aujourd'hui, pour marquer la proximité encore davantage, il est aussi son partenaire de golf. Quant à Jared Kushner, c'est le gendre chéri, celui qui a épousé sa fille chérie également, Ivanka, pour laquelle celle-ci s'est accepté de se convertir au judaïsme, ce que Trump répète d'ailleurs assez fréquemment, et qui dirige une société importante de capital risque. Donc c'est quelqu'un qui, avant, on va dire, de prendre à bras le corps les problèmes internationaux, c'est pas nouveau, hein. Jared Kushner, on le rappelle, est celui qui a mis sur les fonds baptismaux les accords d'Abraham pendant le premier mandat de Trump, entre 2016 et 2020, avec un certain succès. Et donc, c'est quelqu'un qui maintenant est rodé aux arcanes de la diplomatie. Mais le profil de ces gens-là montre qu'avec Trump, on a changé d'époque. Et aujourd'hui, on l'a déjà dit dans une émission ici, le département d'État, c'est-à-dire l'ensemble des diplomates américains, se retrouve un peu mis sur la touche, même si Marco Rubio, le secrétaire d'État, donc qui dirige le département d'État, est lui largement sollicité dans ces négociations, surtout pour tenter d'apaiser les craintes de la partie européenne, des Ukrainiens, donc qui se chargent, en fait c'est good cop, bad cop. Rubio, avec les Européens, c'est mais vous inquiétez pas, jamais on va laisser l'Ukraine. Et avec Witkoff, au contraire, c'est, comme on l'a vu récemment encore, quelqu'un qui est plutôt admiratif de Poutine, il ne s'en cache pas, avec lequel il en est à son 9e voyage pour rencontrer le président russe. Depuis le début de l'année, donc vous voyez, on est en octobre, il a fait 9 voyages, Witkoff. Kushner également connaît très bien tout ça. Donc c'est là, ce qui est intéressant cette semaine, c'est que c'est un petit peu l'heure de vérité, dans le sens où il y a eu ce premier plan proposé avec 28 points, négocié directement entre Witkoff et Kirill Dmitriev, d'ailleurs sans l'aval ni sans la connaissance de Marco Rubio, donc secrétaire d'État, diplomate en chef, qui apprend l'existence de ce plan quasiment au moment où il va être fuité dans la presse. Donc ça, c'est les arcanes de Washington nous apprennent que Rubio est le dernier averti, quelque part. Ça en dit long sur ce qui se trame et sur le fait que les États-Unis, dans ces négociations, semblent avoir pris le parti des Russes, ou en tout cas être prêts, à faire beaucoup de concessions auprès des Russes pour pouvoir obtenir une négociation et une fin de la guerre. Et envoyer ces deux hommes à ce moment-là, c'est innocent ? Chers amis d'Omerta, avant de poursuivre cette vidéo, je souhaitais vous partager la situation dans laquelle se trouve notre équipe. En effet, nous faisons l'objet d'attaques et de harcèlement depuis plusieurs mois et tout ça s'intensifie depuis quelques semaines. L'objet de ces attaques, c'est tout simplement le travail qu'Omerta produit depuis 3 ans sur un certain nombre de sujets en se rendant sur le terrain où les médias mainstream ou les médias internet ne souhaitent ou ne peuvent se rendre.
Ukraine, immigration, mais aussi wokisme, transsexualité, pédocriminalité et bien d'autres sujets. Tout ce que nous avons traité depuis 3 ans chez Omerta, que ce soit dans notre magazine ou sur notre application mobile, dérange le système et ce système a aujourd'hui décidé d'intensifier la pression sur notre société. Pour soutenir notre travail, pour soutenir la liberté d'expression, alors soutenez dès maintenant Omerta en effectuant un don défiscalisé à hauteur de 66%. Pour un don de 100 € versé à Omerta, vous ne payez en réalité que 34 €. Ces dons, ils sont indispensables en cette fin d'année pour garantir la qualité, la quantité de notre travail. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune subvention publique et nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Un grand merci et bon visionnage. Envoyer ces 2 hommes à ce moment-là, non, évidemment, ce n'est pas innocent. Le Télégraphe a publié un papier cette semaine citant des sources washingtoniennes expliquant que Trump, dans un de ses innombrables coups de gueule, aurait dit qu'il n'en avait rien à faire de l'avis des Européens, qu'il était prêt à faire des concessions territoriales aux Russes. Ça veut dire, si je résume, donner le Donbass à Poutine, geler le front sur Zaporijjia et Kherson, et faire en sorte que la Russie restitue les autres bouts d'Ukraine qu'elle a conquis, c'est-à-dire sur l'oblast de Soumy, à Kharkov, à Dniepro, et je crois qu'il en reste aussi du côté de Nikolaïev. Donc, si vous voulez, que ce troc de territoire puisse avoir lieu, et que le Donbass, qui est la revendication principale de Poutine, c'est-à-dire les quelques 15% du Donbass encore sous contrôle ukrainien, qui contiennent les dernières forteresses ukrainiennes, le rideau défensif de l'Ukraine, eh bien, soit remis aux Russes sans combattre, avec un statut, on va dire, un peu similaire peut-être à celui de la zone démilitarisée entre les deux Corées, la fameuse DMZ, c'est-à-dire que la présence militaire un peu différente, c'est-à-dire que la population resterait, ça serait théoriquement sur contrôle russe, mais l'armée russe n'y pénétrerait pas. Voilà, c'est les dernières négociations. On en est autour de ça, mais si vous voulez, ça revient à donner le Donbass à Poutine. Voilà. Alors, dans ce voyage, ce 9e voyage pour Witkoff et Kushner, il faut noter quand même une chose importante, c'est que, en général, quand les deux se déplacent, on est sur un signe chez Trump. Il y aura également va se joindre à eux Dan Driscoll, qui est le secrétaire à l'armée, qui a un rôle, on va dire, pas très en vue, mais qui a l'avantage d'être un proche de J.D. Vance. Voilà. Donc, et d'être lui aussi très favorable au fait de céder des territoires aux Russes. Donc on n'est pas avec une délégation composée de plusieurs tendances, on est une délégation composée des gens qui sont, on va dire, plus favorables à la Russie qu'à l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que Dan Driscoll a déjà négocié il y a une semaine avec Kirilo Budanov, c'est-à-dire le chef des services de renseignement ukrainiens, le fameux GUR, spécialiste des coups, on va dire, les plus audacieux de l'armée ukrainienne à l'étranger et aussi sur le front, mais surtout à l'étranger. C'est lui, par exemple, qui a mis en place le programme pour cibler les pétroliers russes de la flotte Fantôme, notamment les 2 qui ont été atteints par des drones navals très proche des côtes de la Turquie ce week-end. Donc c'est quelqu'un qui est, on va dire, un homme de l'ombre, qui a l'air de monter dans l'orbite de Zelensky, notamment depuis l'éviction de Andrei Yermak, duquel il était rival. Et je ne serais pas étonné que Budanov monte encore et rejoigne l'équipe Zelensky, je dirais, plus dans une fonction gouvernementale que dans une fonction de militaire, des forces spéciales, on va dire. Et donc, Budanov a négocié avec Driscoll à Abu Dhabi. Il s'agissait évidemment de questions de cessez-le-feu, de comment on organise ça, de garantie de gel du front, comment pouvoir constater de part et d'autre, à ce qu'il n'y ait pas d'entorse, etc. Tout le côté, parce que on va dire arrêter un front comme le front ukrainien à l'heure actuelle,
qui est, on va dire, intense depuis plus de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, en février prochain, évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il y a eu une négociation entre 2 militaires, déjà, en préambule de ça. Et on peut imaginer que Dan Driscoll va arriver avec ce volet militaire pour l'application, si la cession des territoires est, on va dire, actée pendant cette négociation, et que, en effet, voilà, on n'est pas à l'abri d'une douche froide pour les Européens, pour l'Ukraine, même si l'Ukraine a envoyé une délégation négocier ce week-end avec Marco Rubio, comme par hasard, en Floride. Là, cette fois-ci, Steve Witkoff ne faisait pas partie de la délégation américaine. D'ailleurs, on peut remarquer que la délégation américaine était composée de Marco Rubio, d'un autre personnage dont je n'ai pas l'identité, alors qu'en face, les Ukrainiens étaient au moins 7 ou 8. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'Américains, et en revanche, beaucoup d'Ukrainiens sont venus autour de Rustam Uzenov, le ministre de la Sécurité intérieure, qui a en gros pris la place de Yermak, puisque Yermak a démissionné. Vous l'avez rapidement évoqué, mais Witkoff est souvent présenté comme favorable aux Russes. Qu'en est-il réellement ? Alors, Witkoff, présenté en effet comme favorable aux Russes, je vous dis, il a fait plusieurs fois on va dire, des appels du pied à Poutine, l'éloge de Poutine, de façon, vous savez, il me rappelle, Witkoff, il me rappelle Oliver Stone. Quand Oliver Stone interviewe Poutine, il est émerveillé d'être devant un puissant, en fait. Un puissant qui a résisté à son pays, en plus, qui est l'adversaire traditionnel, qui est la Russie. Donc il y a cette naïveté américaine de s'imaginer que parce qu'on discute, on va pouvoir, on va dire, faire avancer les choses. C'est sûr que c'est mieux que de discuter de face à face avec l'adversaire qu'à travers des coups de fil, voire un téléphone rouge, comme c'était le cas à l'époque de Kennedy, où Kennedy et Khrouchtchev avaient mis en place ce téléphone rouge à la suite de l'affaire de la crise des missiles, pour éviter d'arriver à la catastrophe nucléaire. Mais il s'agissait d'un fil. Là, on est face à face, on s'échange des amabilités, et Witkoff a eu, à mon avis, fait l'erreur de retranscrire un peu trop... avec un peu trop d'enthousiasme ces échanges, et de passer assez rapidement pour quelqu'un de favorable aux Russes. Il y a évidemment la fameuse conversation qui a fuité dans la presse la semaine dernière, où il s'adresse à son homologue Yuri Utchakov, qui est le conseiller international de Poutine, vieux, on va dire... vieux briscard de la diplomatie, et à qui il expliquait qu'il donnait la méthode pour que Poutine engage une conversation du meilleur, et que cette conversation soit la plus productive possible avec Poutine. Il n'a pas livré de secret d'État, mais il a quand même indiqué à son homologue comment il fallait faire avec son président, que celui-ci adorait la flatterie. Tout le monde le sait, mais c'est bien de le rappeler. Et ça veut dire donner à l'adversaire, ou en tout cas dans la négociation, on va dire un avantage, ou montrer que ce qui nous intéresse le plus, c'est que les Russes arrêtent la guerre. C'est ça qui est intéressant. Plus que de dire Witkoff est un agent de Poutine, parce que vous savez, ça a débordé évidemment sur nos chaînes d'infos, LCI en particulier, où on a commencé à expliquer que Poutine était un agent du FSB, qu'il avait été recruté dans les années 90, ce qu'on raconte depuis très longtemps. Witkoff, évidemment, connaît le même sort. Et or, en réalité, ça montre quoi, cette conversation qui n'aurait pas dû être diffusée, mais qui montre quoi? Qui montre d'abord deux hommes qui sont habitués à se côtoyer, qui sont peut-être devenus amis. Ça arrive beaucoup en diplomatie. Je citais l'exemple de John Kerry avec Sergei Lavrov pendant les négociations sur la Syrie, où il y avait une certaine amitié entre les deux hommes, même si ils tenaient ferme leur position. Là, ça montre que la Russie est intéressée, l'Amérique est intéressée à ce que la Russie, à faire pas pression sur la Russie, mais à ménager la Russie, en tout cas lui donner des clés pour obtenir ce qu'elle veut auprès de Trump, ou en tout cas pour avancer ses pions auprès de Trump,
Donc ça montre qu'il y a plus d'intérêt du côté des Américains à ce que la Russie arrête la guerre, quelles qu'en soient les conséquences, je vais dire, que de soutenir bec et ongle Zelensky et soutenir les Européens. Et quel est le bilan de Trump par rapport à toutes ces négociations depuis la guerre, depuis qu'il est au pouvoir, depuis la guerre en Ukraine? Le bilan de Trump par rapport à toutes ces négociations, ça a été déconvenu sur déconvenu. Trump avait annoncé, il faut le rappeler, pendant sa campagne, qu'il arrêterait la guerre en 24 heures. Ensuite, il a avoué que quand il s'est attelé à la négociation directe, négociation qui avait commencé bien avant son élection, hein, les équipes de Trump avaient déjà des contacts avec les Russes, c'était déjà dans les tuyaux, pour arriver en janvier, au moment de son investiture, avec un maximum de chances de pouvoir peser sur les événements. Trump s'est rapidement rendu compte de deux choses. Il s'est rendu compte que les Russes avaient avancé entre le moment où il a fait cette promesse d'arrêter la guerre en 24 heures, où le front était vraiment ne bougeait pratiquement pas. Et là, les Russes ont commencé à faire une marche lente, certes, de grignotage de l'Ukraine. Il y a eu un certain nombre d'événements comme ça qui ont fait que la dynamique a commencé à changer et est passée plutôt du côté russe. Jusque-là, les Ukrainiens avaient surperformé dans certains domaines, notamment le domaine des drones. Et au début de l'année, les Russes ont commencé à en produire massivement et à reprendre progressivement l'avantage qu'avaient les Ukrainiens dans ce domaine. Le drone est aujourd'hui fondamental sur le champ de bataille, puisqu'il modifie complètement, c'est pas l'objet de cet entretien, mais on pourra en reparler, la façon dont on conduit la guerre. Et donc les Russes ont rattrapé leur retard sur les Ukrainiens, quitte à faire jeu égal au moment où Trump arrive au pouvoir. Et là, la donne change. C'est-à-dire que les Russes ont de moins en moins d'intérêt à arrêter cette guerre, parce que Poutine se rend compte qu'il peut obtenir par les armes, ce qu'il obtiendra difficilement en faisant des concessions par la négociation. C'est-à-dire qu'il peut obtenir la capitulation de l'Ukraine. Il en reste toujours persuadé, Poutine. Il y a d'autres paramètres, notamment l'état de son économie, qui le contrarient et qui pourraient faire que l'allègement des sanctions, on va dire un certain nombre d'aménagements autour de la réintégration de la Russie dans des rapports avec l'Occident pourrait faire que ça peut agir sur Poutine et à un moment le décider d'arrêter la guerre. Pour le moment, il va falloir que les Russes, les Américains arrivent avec des propositions concrètes qui fassent que Poutine décide se dise j'ai plus d'intérêt à arrêter la guerre aujourd'hui que je n'en aurai demain, etc. Pour le moment, Poutine pense toujours qu'il a plus d'intérêt à arrêter la guerre quand il y aura la capitulation de l'Ukraine, parce qu'il pense que son armée peut y arriver. Et justement, est-ce que les Russes d'un côté pourront accepter l'accord et les Ukrainiens de l'autre pourront aussi l'accepter? Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord sur Alors, quelque chose? c'est la question fondamentale que vous posez, Élie. La question fondamentale, elle se situe là. C'est-à-dire que la constitution ukrainienne, amendée d'ailleurs en ce sens par Zelensky lui-même, stipule que le président en exercice ne peut autoriser la souveraineté ukrainienne à être modifiée, c'est-à-dire que l'Ukraine doit être... il ne peut exister de cession du territoire national ukrainien. C'est inscrit dans la constitution ukrainienne. L'Europe est toujours officiellement sur cette ligne, la ligne des frontières de 91, la non-reconnaissance de la Crimée, de l'annexion de la Crimée par la Russie. Alors, quand je dis annexion, je sais qu'à chaque fois, ça fait... je me prends souvent, mais annexion, c'est le mot utilisé par les Ukrainiens. Les Russes disent adhésion de la Crimée, voilà. Parce qu'ils y ont mené un référendum gagné par la Russie, par le camp russe, on va dire. Et donc, on est avec les Européens sur une position également jusqu'au boutiste. Hein. Les propos d'Ursula von der Leyen encore récemment disent on ne peut pas faire porter atteinte à l'intégrité de l'Ukraine. Voilà. Emmanuel Macron parle de principes fondamentaux.
invoquant le droit international. Vous savez, le droit international, on l'invoque, ça commence à devenir une notion assez abstraite. Hein. Dans des cas, il marche, mais dans d'autres cas, il ne marche pas. Donc on est dans cette situation avec l'Ukraine, qui interdit dans sa constitution la cession de territoire, et puis l'Europe, qui appuie cette démarche ukrainienne. Andriy Yermak, que je vais citer d'ailleurs, avant de démissionner, a expliqué que quelqu'un qui céderait des territoires serait dénué de raison. Il aurait perdu sa raison. C'est ce qu'a dit Yermak. Donc, Yermak en partant, Yermak a d'ailleurs promis qu'il allait s'engager dans l'armée ukrainienne, qu'il allait aller au front. Alors, c'est une manière de se laver de laver de ses péchés, de ce soupçon de corruption, visiblement plus qu'un soupçon qui commence à l'atteindre et qui a conduit à sa démission, je n'en sais rien. En tout cas, quand on est soldat en Ukraine, on ne peut plus être atteint par la justice aussi. Il y a aussi cet argument à prendre en compte dans la démarche de Yermak, démarche de courage pour laver son honneur, mais voilà. Yermak, que de leur côté, les Russes appellent depuis longtemps Ali Baba. Bon, voilà, c'est une info qui nous a été donnée par Kirill Dmitriev, le monsieur USA auprès de Poutine, qui d'ailleurs a un compte Twitter très intéressant que il faut garder ses distances, mais il est un des rares dans l'équipe autour de Poutine à donner des petites infos à l'intérieur qui nous permet de visualiser ce qui se passe. Hein. Donc voilà. Et là, donc, pas de cession d'un côté de territoire, et du côté russe, parce que c'est l'autre point, on va dire, sur lequel bute la négociation, la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Ces fameuses garanties de sécurité, dans la configuration produite par les Européens à Genève, avec l'aval et avec l'aide de Marco Rubio, ces garanties de sécurité, elles comportent des éléments qui ressemblent très fortement à ce fameux article 5 qui régit l'OTAN. Évidemment, le terme OTAN n'est absolument pas marqué nulle part dans ces garanties de sécurité. Parfois, il est évoqué, mais il est évoqué dans un futur lointain. Alors qu'en revanche, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'est absolument pas un problème, elle fait partie des propositions, et les Russes n'ont rien contre l'adhésion de l'Ukraine à, Poutine l'a déjà dit, à l'Union européenne. Mais pour ce qui est des garanties de sécurité, donc, une forme, on va dire, d'article 5 pourrait voir le jour, qui impliquerait que si il y a à nouveau attaque de la Russie contre l'Ukraine, reprise de la guerre, l'Ukraine serait protégée par les États-Unis et l'Europe. L'Ukraine sait que l'Europe sera toujours là, qu'elle paiera. Ça, on le sait, elle a décidé d'être le bailleur de fonds de l'Ukraine. Je ne sais pas comment les populations européennes vont réagir respectivement quand on sait l'état des finances européennes, mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'essentiel pour les Ukrainiens, et c'est la façon avec laquelle Zelensky a construit sa politique depuis 6 mois, 1 an, c'est garder les Américains avec nous. C'est hyper important. L'Ukraine ne peut pas, et elle sait qu'elle ne peut pas, survivre si les Américains ne sont pas là. C'était le cas pendant la guerre, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les moyens militaires et les moyens de surveillance que les Américains offrent à l'Ukraine ne peuvent pas être substitués par des moyens européens, même si l'Europe peut aider, mais elle n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis. C'est une question, c'est une évidence. Voilà. Donc pour en revenir à ça, il y a ces 2 points qui forcément vont devoir être confrontés, l'un séparément, l'autre séparément, et en même temps les 2 aussi. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que moi je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, je lis la presse, je m'informe, je pose des questions, j'ai des contacts, mais je ne suis pas dans ceux qui signent, je ne suis pas dans les papiers de Jared Kushner et de Steve Witkoff. Est-ce qu'on en est au stade final, au moment où Witkoff et Kushner étaient réunis, souvenez-vous, c'était pour la paix à Gaza. Ça se passait à Sharm el-Sheikh, en Égypte.
Les délégations du Hamas, délégations qataries, délégations israéliennes avaient discuté pendant toute la nuit, égyptiens aussi. Et in fine, ils ont accepté de signer et les otages sont rentrés. On n'est pas sur la paix à Gaza, mais enfin en tout cas les opérations, on va dire, militaires ont cessé. Premier succès diplomatique pour Donald Trump, il se faisait avec qui dans la salle? Witkoff, Kushner. Est-ce que le fait que Witkoff et Kushner aillent à Moscou est un signe véritable que l'on arrive à une phase finale et que le stylo est sorti? Que je ne le crois pas. Mais en tout cas, on est sans doute à la veille d'avancées majeures sur ce terrain. Quelle sera la réaction des Européens et des Ukrainiens? Je ne peux pas vous le dire, mais sont-ils en mesure aujourd'hui de s'opposer à ce plan? Rien n'est sûr. Zelensky n'est sans doute plus en mesure de s'y opposer à cause et en raison du scandale de corruption qui touche Yermak, mais qui touche aussi ses ministres, et qui peut-être promet de le toucher lui-même. Je ne suis absolument pas certain que les agences Nabu et Sapo ont donné tout ce qu'elles avaient sur les enquêtes. D'ailleurs, on évoque des questions d'implication, notamment autour de ce qui était reproché à Yermak, qui toucherait des leaders européens. Donc on n'en a pas fini avec ce scandale de corruption. Ce qui fait que, est-ce que Zelensky est aujourd'hui en mesure de dire non à Trump? Je ne crois pas. Et du point de vue des Russes, les scandales de corruption qui touchent l'Ukraine, ça va réellement jouer dans les négociations? Cette corruption accélère les choses de façon manifeste. Vous savez, les Russes regardent ça, évidemment, comme un élément, on va dire, accélérateur. Les Américains aussi. Je suis persuadé que dans le timing on va dire, de la sortie de ces enquêtes, le FBI, qui a un bureau au sein même des locaux de Nabu à Kiev, n'est sans doute pas étranger au fait que les enquêtes se terminent aujourd'hui. Les Américains savaient, les Américains sont parfaitement au courant de comment l'argent a été dépensé en Ukraine et qui en a bénéficié. Ils ont lâché ces moments-là, ils ont lâché ces morceaux-là. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va se débloquer, mais je pense qu'ils en ont, pour passez-moi l'expression, encore sous le pied, et qu'ils attendent peut-être pour appuyer davantage que l'Ukraine finalement soit contrainte. C'est ça la triste réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une Ukraine qui s'est battue pendant 3 ans et demi, et qui, à cause de scandales touchant ses leaders, il y a des milliers de gens qui sont morts à cause de l'argent détourné qui était destiné aux soldats. On a souvent comparé Churchill à Zelensky. Churchill avait des défauts, des affaires, on pu le rattraper aussi, mais Churchill n'a jamais détourné de l'argent destiné aux soldats britanniques qui combattaient l'Allemagne nazie. On n'est pas du tout dans la même configuration. Et donc, on va voir comment les choses vont se... Mais ce qui va être intéressant, c'est comment les Russes vont réagir à cette proposition, si cette proposition contient effectivement l'accord que Trump est prêt à céder des territoires ukrainiens à la Russie. Merci beaucoup, Régis. Merci, Elie.